Vous avez jamais rêvé de pouvoir prendre l'identité de qui vous voulez, prendre l'identité de vos personnes préférées, même pouvoir par exemple juste changer vous-même votre identité quand vous voulez. Et ben il y a des gens qui font ça et on appelle ça des arnaqueurs. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un des plus grands arnaqueurs de l'histoire qui s'appelle Christophe Rocancourt. C'est un arnaqueur français qui a surtout arnaqué aux États-Unis. Il est extrêmement connu, je pense que vous en avez déjà entendu parler ou vous avez au moins déjà vu sa tête. Et par beaucoup de personnes, il est considéré comme le Robin des Bois moderne. On va voir que c'est plus compliqué que ça. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter sa vie. Vous allez voir que c'est quand même une vie assez compliquée. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la vie de Christophe Rocancourt. Christophe Rocancourt est né le 16 juillet 1967 à Honfleur en Normandie. Christophe Rocancourt, il a une enfance vraiment compliquée, mais à la fois on sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux dans son enfance, comme c'est lui qui raconte tout dans des biographies. Donc, toute l'enfance là que je vais vous raconter, c'est selon Christophe Rocancourt. Et c'est important de le préciser, vous allez voir, parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont remises en cause par certaines personnes de sa famille. Daniel Rocancourt est le père de Christophe. Initialement, c'est un peintre en bâtiment, mais au moment où Christophe naît, il est au chômage et il est alcoolique. D'après lui, son père, c'est un boxeur raté et qui fait des combats dans des bars pour se faire payer à boire. Daniel rencontre Annick Willer, c'est une jeune prostituée de 17 ans, bizarre tout ça, et il épouse un mois juste avant la naissance de Christophe. Christophe et sa petite sœur Angelina vont avoir une enfance assez compliquée. Ils vont souvent assister à des séparations et à des scènes de violence entre leurs parents. 2 ans après sa naissance, le couple va se séparer juste après la mort de sa deuxième petite sœur, donc durant l'accouchement. Et selon ses oncles, Daniel va se séparer d'Annick après avoir appris qu'il la trompait. Donc Daniel, lui, va décider de partir chercher du travail en Belgique. Et sa mère, de son côté, elle aurait abandonné Christophe et sa petite sœur quand il avait 5 ans. Et ce qu'il raconte, lui, c'est que au moment où elle est partie, elle a claqué la porte de la voiture sur son doigt et du coup, son doigt s'est sectionné et qu'elle s'en foutait complètement et s'est même pas retournée. Après ça, son père va revenir donc de Belgique pour s'occuper de ses enfants. Entre temps, lui, il s'est mis en couple avec la sœur d'Annick. L'ambiance est bizarre dans la famille, mais bon. Et au bout de 2 ans, à nouveau, ils vont se séparer. Après que la compagne suivante de son père la quitte, donc pas la sœur d'Annick, mais encore une autre, son père va décider de placer son fils dans un orphelinat en octobre 1967. Une étude psychologique montrera qu'à l'époque, Christophe, il se sentait vraiment abandonné par son père et il voulait vraiment le revoir et tout ça. Mais bah que du coup, c'était impossible. Avec le temps, Christophe va être attiré par Dieu et du coup, il va être enfant de cœur, mais il va voler l'argent de l'église pour acheter des bonbons à ses amis. À 12 ans, il est placé dans une famille d'accueil et son père adoptif est un militaire qui va essayer de le discipliner, mais ça n'a pas du tout marché. Son oncle Joël va raconter dans une interview que Christophe va fuguer à de nombreuses reprises et qu'à 17 ans, Christophe Rocancourt va décider de partir à Paris. Et juste avant de partir, il dira à Joël: mon oncle, je vais devenir quelqu'un d'important. En janvier 2010, dans un article de Voici, Joël Rocancourt, donc l'oncle de Christophe, va démentir pas mal de choses de ce que je viens de vous raconter. Déjà, il va dire que le père de Christophe, il a jamais été alcoolique et surtout que c'est un mensonge. Par exemple, le truc de la porte claquée sur son doigt et qu'après il était sectionné au moment où sa mère l'a abandonné et que de toute façon, toute sa vie n'est qu'un mensonge et que tout est faux. Quand il va arriver à Paris, il va essayer de fréquenter des étudiants assez riches qui viennent de bonnes familles et tout ça. Il va vraiment avoir du mal. Comme il a quasi pas d'argent, il va voler dans des librairies pour apprendre à lire et essayer de rattraper tout le retard qu'il a pris comme il a pas trop été à l'école. Christophe va errer pendant des semaines dans les rues de Paris. Il va fréquenter beaucoup de prostituées qui lui offrent parfois des repas. Il va se nourrir en mangeant directement dans les magasins. Un jour, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Gérard Siad et ils vont devenir amis. Ce qui va permettre du coup à Christophe d'avoir un lieu pour dormir, de pouvoir vraiment manger, et Gérard va lui faire aussi découvrir plus la vie à Paris et aussi en partie le monde de la nuit. Donc ensemble ils vont aller dans de nombreuses soirées mondaines. À ce moment-là, Rocancourt commence à un peu avoir d'argent, il en dépense de plus en plus et ainsi de suite. Il va commencer à essayer de voler des plus en plus grosses sommes. Par exemple, en 1987, il va monter sa première vraie arnaque en vendant un immeuble qui appartient au père de sa copine qui est préfet de Guyane française, et en vendant cet immeuble, il gagnera 1 million de francs. En 1989, il est condamné à 2 ans de prison ferme pour trafic de fausses monnaies pour éviter de retourner une 6e fois en prison parce que il arrive pas trop à s'empêcher, ça devient limite un jeu au bout d'un moment d'escroquer les gens. Il partira à Los Angeles. Il arrive à Los Angeles en 1991, aux États-Unis, la côte ouest, la Californie, tout ce que vous voulez, waouh, trop bien. Et Christophe Rocancourt va se faire passer pour plusieurs personnes. Il sera passé pour des producteurs de films, pour le fils de Dino Laurentiis, donc qui est aussi un producteur de cinéma, de Sophia Loren aussi, donc qui est une actrice, ou encore pour le neveu d'Oscar de la Renta. Et il va pas choisir les personnes au hasard. Par exemple, pour De Laurentiis, il va se rendre compte que dans sa vie, il y a beaucoup de zones d'ombre et pas très connues du public, et donc c'est des vies
oui, qui sont très propices à créer des mensonges. Il va enchaîner ce qu'il appelle les affaires et ça va lui faire gagner beaucoup d'argent. Mais il y a un petit problème, c'est qu'en arrivant là-bas, il va pas parler un seul mot d'anglais. Il va d'abord vivre dans un petit motel miteux à Los Angeles. Et ce qu'il va raconter, c'est qu'il prend 2 bibles, une en français, une en anglais, et il va commencer à apprendre l'anglais. Puis il va repérer le point de rencontre de nombreux Français installés à Los Angeles. Donc c'est un café qui s'appelle le Café Maurice. Là-bas, il va faire la connaissance de quelqu'un de très important pour lui dans sa découverte des États-Unis et pour qu'il puisse commencer ce qu'il appelle ses affaires aux États-Unis, qui s'appelle Charles Glenn. C'est un ex-couturier français et il a un gros carnet d'adresses aux États-Unis, ce qui va beaucoup intéresser Rocancourt. Le jour où ils vont se rencontrer, Rocancourt va se présenter comme un boxeur venu faire un combat à Los Angeles et donc son combat serait le soir même. Il va demander à Charles Glenn de le conduire jusqu'à la salle, mais une fois descendu de la voiture, il va faire semblant de recevoir un appel où en gros il va simuler une conversation où l'idée c'est que l'adversaire a abandonné et du coup qu'il gagne par forfait. Il retourne à la voiture, il explique ça à Charles Glenn et une fois de retour au Café Maurice, avant de rentrer dans le café, Rocancourt va demander à Glenn d'annoncer à leur table d'amis qu'il a gagné par KO au premier round. Charles Glenn il va être surpris, il va être bah c'est mon ref, pourquoi on leur mentirait, tu vois, bizarre. Et du coup bah il va croire que c'est pour la blague et Rocancourt il va lui dire ah non c'est pas pour la blague, tiens $500 tu vas le faire ou sinon je te démarre tes grands morts. Dans l'idée c'est à peu près ça. Du coup Glenn il va accepter. Charles Glenn maintenant ce qu'il dit de Christophe Rocancourt, ok c'est un très bon arnaqueur mais il est d'une rare inintelligence, il n'était rien, je l'ai éduqué, présenté au tout Hollywood par amitié. Aujourd'hui il prétend que je l'ai trahi, c'est lui qui a trahi ma confiance, c'est le roi du mensonge, l'honneur il ne connaît pas, il aurait vendu père et mère pour arriver à ses fins. Il explique aussi que tout le monde se demandait d'où venait son argent, moi le premier, il sortait toutes sortes d'histoires, je le croyais, je n'ai jamais compris. L'une de ses premières escroqueries faites aux États-Unis, elle est faite sur quelqu'un qui s'appelle Pierre Lange. C'est un décorateur d'intérieur français qu'il a rencontré grâce à Charles Glenn à l'époque où il s'entendait encore bien. À cette époque, Rocancourt va emprunter la villa de Pierre Lange pendant 1 mois en faisant croire qu'il va l'acheter. Il lui demande tout d'abord s'il peut venir s'entraîner chez lui afin de préparer ses prochains combats de boxe. Au cours d'une interview, Lange explique l'avoir aidé à acheter du matériel de musculation. Pierre Lange va confier à Christophe Rocancourt qu'il a beaucoup d'ennuis financiers qui vont donc le contraindre à vendre des maisons qu'il possède à Los Angeles et au Portugal. Rocancourt, il va dire que lui il est intéressé à l'achat de celle-ci. Du coup, Lange, comme il est gentil, il va accepter de lui vendre et pour faire du coup, Rocancourt, il va lui demander de se rendre en Suisse par un vol première classe payé par Rocancourt afin donc qu'il ouvre un compte sur lequel il devrait recevoir une somme d'argent. Donc, au bout de 2 semaines sans recevoir la moindre somme d'argent, Lange il va dire bah mon rêve j'ai rien reçu donc je fais quoi? Et Rocancourt il va lui dire non mais va au Portugal et refais la même chose, tu réouvres un compte et pareil t'attends que l'argent soit versé dessus mais t'inquiète tout va aller. Au bout d'1 mois et demi, Lange réalise la supercherie et rentre à Los Angeles. À son retour, Rocancourt n'est plus ici et son but était juste de pouvoir profiter le plus longtemps possible de la villa sans Lange soit en mode bah pars un jour si t'achètes pas. Comme il a fait croire à tout le monde qu'il est champion de boxe, il commence un peu à s'entraîner mais surtout il organise beaucoup de soirées où l'alcool coule à flot, il utilise beaucoup d'argent. Du coup il les récupère à côté. Rocancourt va ensuite loger dans des villas de Bel Air, donc c'est le quartier le plus riche qui est situé un peu au-dessus de la ville. Il va d'abord vivre un temps chez Mickey Rourke, c'est un acteur qui a par exemple joué dans Iron Man 2, avant de finalement s'installer au tout dernier étage du Beverly Wilshire Hotel, donc c'est le palace le plus prestigieux de Los Angeles et donc il s'installe là-bas pour vraiment donner cette impression de richesse et pour que les gens le croient encore plus dans les rôles dans lesquels il se met. Bien sûr en même temps je le précise pas mais il continue toujours à escroquer des gens parce que bah sinon il a pas l'argent pour payer tout ça en vrai. Et en fait il s'installe au dernier étage parce que au moment où il y va, il y a des chantiers qui s'installent à cet étage là pour négocier le prix. Dans chaque appartement où il va vivre, le premier objet quand tu rentres visible, c'est un portrait d'un artiste pas très connu, je pense vous connaissez pas, enfin, lui là. Dédicacé à Rocancourt. Faut préciser, l'authenticité elle est pas du tout vérifiée. À tout moment c'est complètement fake. Mais quand même, si c'est vrai, c'est assez stylé. À cette époque, il va faire croire à Jean-Claude Van Damme, donc c'est un acteur, et de toute façon il s'attaque quasiment qu'à des acteurs, qui va produire son prochain film. Et à nouveau il va l'arnaquer et tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails de chaque arnaque tellement il en a fait. Mais en gros, il se fait plein d'argent et il arnaque surtout des acteurs. Il va vraiment dépenser énormément d'argent dans des soirées, dans des voyages en jet privé, dans des véhicules et tout ça. Et avec ça, il va réussir à
bluffé tout le monde. Mickey Rourke, à cette époque, c'est vraiment son meilleur ami et ils vont aller jusqu'à s'embrasser sur la bouche devant les photographes afin de faire la une d'un des plus grands magazines homosexuels de l'époque. Il va avoir un fils là-bas qui s'appelle Zeus, c'est nom de merde si je puis me permettre, pas très bien choisi, mais on va pas critiquer, qui va avoir avec Pia Reyes. Quelle a été l'identité que vous avez préféré prendre? Rockefeller. Quelle identité avez-vous gardée le plus longtemps? Rockefeller. Quelle identité était la plus difficile à porter? Rockefeller. Quelle identité était vraiment une mauvaise idée? Rockefeller. Rocancourt quitte Los Angeles, arrive à New York en se faisant donc passer pour un héritier de la famille Rockefeller, donc qui est l'une des familles les plus riches de l'histoire. Comme à chaque fois, il va escroquer beaucoup de gens sous ce nom et il va escroquer une masseuse, il va lui prendre 14 000 $. C'est par elle qu'il va rencontrer la personne qui va le démasquer. Cette personne, c'est un peintre qui s'appelle Genes Serran Pagan. Lui, il va commencer à avoir des doutes lorsqu'une fois à table, il sera avec Rocancourt et il va confondre un vin pas ouf avec un grand cru bordelais. Serran Pagan, pour s'amuser avec ses amis, il va décider de lui monter un petit piège. Donc, ils vont organiser un dîner où ses amis vont se faire aussi passer pour des riches héritiers et voilà. Par exemple, une de ses amies d'origine japonaise va jouer le rôle de la fille du président de Sony. Et ce qui est expliqué, c'est que lors du dîner, Rocancourt va passer son temps à essayer de leur en mettre plein la vue, de faire des choses incroyables et il va raconter plein de choses sur sa vie et tout ça. Par exemple, qu'il connaît très bien les Clinton. Mais ce qu'ils vont surtout remarquer, Serran Pagan et ses amis, c'est qu'en fait, il a pas du tout les bonnes manières. À table, même si globalement tout le monde s'en tape, normalement, tu dois par exemple pas avoir les coupes sur les tables ou des trucs d'un genre. Et bah quand t'es dans ces milieux-là, c'est des trucs qui se respectent. Et lui, bah vraiment, il s'en tapait. Mais c'est pas qu'il s'en tapait, c'est juste qu'il savait pas. Mais du coup, ça fait partie des raisons de comment ils ont compris. Même s'ils sont presque sûrs à 100% que c'est un escroc, ils vont pas prévenir les autorités. Parce qu'en fait, eux, ils trouvent qu'ils mentent mal. Et genre, ça leur paraît évident qu'ils s'inventent une vie et que, bah, les gens, ils peuvent pas tomber dans le panneau. Enfin, genre, c'est cramé, quoi, pour eux. Sofia Eftimiadas dira, il a sans doute cru que les gens goberaient facilement ces histoires. Mais ici, les gens sont beaucoup moins crédules qu'en Californie. En 2000, il est arrêté dans les Hamptons pour une note d'hôtel de près de 6 000 $ impayée. Il est libéré, mais avec interdiction de quitter la ville durant 2 semaines. Il sort, et le premier truc qu'il fait, il prend la fuite vers le Canada. Faut savoir qu'à ce moment-là, dans sa vie, il a quand même fait plusieurs fois de la prison, que ce soit en France, en Suisse ou même déjà aux États-Unis. Au Canada, par contre, il va continuer à escroquer, donc il va se faire passer pour un ancien pilote de F1 qui est Michael Van Hoven et qui est aussi un homme d'affaires suisse. Sa principale victime au Canada, c'est Robert Baldock, donc c'est un homme d'affaires et un inventeur qui le fait vivre pendant un mois dans un palace d'une station de ski, vraiment les stations de ski haut de gamme. Il va lui offrir une montre suisse et plein d'autres choses en attendant une soi-disant transaction qui, bien évidemment, vous le savez, tout le monde le sait maintenant, la transaction ne viendra jamais, il ne touchera jamais d'argent. Mais à ce moment-là, il va porter plainte contre Rocancourt et le 26 avril 2001, la police canadienne le retrouve en Colombie-Britannique. À ce moment-là, Rocancourt est condamné à 5 ans de prison ferme et après avoir passé 1 an et demi en prison au Canada, il part aux États-Unis en mars 2002 pour effectuer la fin de sa peine aux États-Unis. Et à ce moment-là, quand il sera en prison aux États-Unis, ce sera pour vol, contrebande, parjure, fraude, usage de faux passeports, détention illégale d'armes à feu et délit de fuite. Il est aussi à ce moment-là interdit de séjour en Suisse jusqu'en 2016 pour implication dans un braquage d'une bijouterie. Enfin, tout ce qu'il y a plus de banal pour lui dans la vie. Quand il sort, il doit encore de l'argent à des gens, plus d'1 million de $ à différentes personnes qui ont porté plainte contre lui aux États-Unis, notamment le chanteur Michel Polnareff, et qui est la seule célébrité qui dira de Rocancourt: les médias sont très responsables d'avoir représenté ce personnage comme un romantique Robin des Bois moderne qui aurait soi-disant remboursé ses victimes. Il n'en est évidemment rien, il n'est qu'un minable profitant des moments de faiblesse de ses proies. Et on a une petite réponse de Rocancourt: une fois rentré en France, pour qu'on vous vole 250 000 €, il faut les avoir. Lui, oui, je l'ai arnaqué et je ne regrette pas. J'ai craqué 300 000 € en jetons, il m'en a donné pour 250 000, je ne lui ai jamais rendu. En fait, c'est un peu de là d'où vient sa réputation de Robin des Bois moderne, c'est que bah il s'attaquait qu'aux riches quasiment. Après sa libération en octobre 2005, Rocancourt va rentrer tranquillement en France et il va faire paraître 2 autobiographies et les droits de son premier livre seront achetés à 1 million €. Pour une fois qu'il gagne de l'argent sans arnaquer, on peut l'applaudir, je pense. Il est très chaud quand même. Entre 2005 et 2008, il va vivre à Paris avec l'actrice et ex-Miss France Sonia Rolland et donc de leur union va naître une petite fille du nom de Tess. Ensuite, Christophe Rocancourt va préparer un film avec la réalisatrice Catherine Breillat qui devait
intitulé Bad Love en juillet 2009. La presse relaie l'information selon laquelle la réalisatrice, à moitié paralysée à la suite d'un accident vasculaire cérébral en 2005 et prenant beaucoup de médicaments, accuse Christophe Rocancourt d'avoir profité de sa faiblesse psychologique et physique pour lui soutirer plus de 6500 €. Le 18 novembre 2009, la réalisatrice publie son livre Abus de faiblesse, dans lequel elle relate les menaces de mort qui lui auraient été adressées ainsi qu'à son fils en cas de dépôt de plainte. Son fils changera d'avis quand je l'aurais mis à sécher une semaine dans un coffre de voiture. Après la plainte, en avril 2009, une enquête va être menée et Rocancourt sera mis en examen en décembre 2009. Le procès se tient le 17 février 2012 où il est reconnu coupable d'abus de faiblesse. Il va à nouveau être mis en examen en 2014 pour fraude fiscale et tout plein d'autres trucs, mais il ressortira quasiment sans problème de cette histoire. Et en 2015, enfin, c'est la dernière chose, en tout cas à ce jour, où il a été condamné, c'est dans l'affaire de vol de cocaïne au siège de la police judiciaire à Paris. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Comment conclure? Christophe Rocancourt, il a une vie très mouvementée. Et je trouve que c'est compliqué de conclure la vidéo parce que dans tout ce qu'il dit et tout ça, c'est compliqué de savoir ce qui est faux ou ce qui est vrai. Et c'est une histoire vraiment compliquée à raconter. Bref, je vous souhaite une bonne rentrée car c'est très bientôt. J'espère que vous avez passé aussi de bonnes vacances. C'était Grégouze. À la prochaine. La bise!